relativement peu précis en comparaison avec d'autres méthodes, telles que le carbone 14, l'uranium thorium, l'arbre à par exemple. On a généralement une précision entre 5 et 15% à 1 sigma, donc 68% de probabilité. Donc c'est pas aussi précis que le carbone 14, l'uranium thorium ou l'arbre à mais bien souvent c'est la seule méthode de datation numérique que l'on peut utiliser. On va dire que c'est mieux que rien. Alors, c'est une liste ici de toutes les applications qui ont été publiées, les applications possibles. Juste pour vous donner une idée, on peut dater les coquilles de mollusques ou d'escargots. Et dans ce cas-là, ce qu'on va dater, c'est la cristallisation et l'enfouissement en fait de la coquille. On peut dater des spéléothèmes, on peut dater des stalagmites. Donc ici, on va dater la formation du minéral. Mais on peut également dater des grains de quartz, par exemple. Des grains de quartz qui vont être blanchis optiquement. J'y reviendrai tout à l'heure. Les deux applications en fait, les plus populaires, on va dire en ESR, ce sont les dents fossiles, ici datation de dents fossiles, et la datation de grains de quartz. Et c'est ce qu'on a essayé d'appliquer à une boucherite. On va se centrer d'abord sur les dents. Alors, je suis désolé, mais il faut que je vous explique un petit peu comment ça marche, pour qu'ensuite vous compreniez les résultats que je vais présenter ensuite. Mais lorsque vous avez la dent qui est enfouie, en fait, elle va recevoir des rayonnements ionisants qui proviennent de l'uranium, du thorium, du potassium, qui sont dans le sédiment, mais également dans la dent. C'est-à-dire que la dent elle-même, l'émail fossile, va avoir de l'uranium à l'intérieur. L'uranium va entrer. Quel est le problème des tissus dentaires? Le problème des tissus dentaires, tels que la dentine, l'émail ou le sément, c'est que ce sont des systèmes ouverts. C'est-à-dire que ce n'est pas comme des spéléothèmes où l'uranium va entrer et ensuite ne plus sortir. Non. Dans une dent, l'uranium peut rentrer et peut sortir à n'importe quel moment. Donc ça, nous, il faut qu'on essaye de modéliser cette incorporation. Et pour faire cela, on utilise une méthode qui s'appelle la méthode combinée ESR et uranium-thorium. Donc on va utiliser des datations uranium-thorium pour dater l'incorporation de l'uranium dans les tissus dentaires. Donc non seulement la dentine, mais également l'émail et le sément si besoin. Quelles sont les limites de cette méthode? Deux limites principales. Alors, la première limite, c'est qu'on ne peut pas modéliser un lessivage d'uranium. Lessivage d'uranium, c'est quand l'uranium, en fait, est dans la dent, il va sortir. Lorsqu'il se passe ce phénomène, on ne peut pas dater la dent. Également, lorsqu'on a des teneurs en uranium qui sont trop élevées dans l'émail, plus de 5 ppm d'uranium, on ne peut pas les dater également, puisqu'on va généralement en fait, sous-estimer les âges ESR. Alors, dans le cadre des boucheries, on a essayé de dater plusieurs dents par la méthode ESR-UTH. On a fait des prélèvements, ici on a vu une dent d'équidé notamment, et on a fait des mesures de radioactivité in situ dans le niveau supérieur, aussi quelques photos. Et après, ce que l'on a fait, c'est qu'on a essayé d'évaluer le potentiel de la dent pour la datation ESR. Donc, comment on fait ça? On va faire en fait des analyses uranium-thorium. Mais au lieu de faire des analyses uranium-thorium classiques, en solution, on va utiliser une combinaison de spectromètre de masse avec un système d'ablation laser. Vous allez en fait passer un système d'ablation à un laser, un faisceau laser, pardon, qui va en fait décaper la partie superficielle de la dent pour analyser, pour obtenir des âges uranium-thorium. Quel est l'intérêt de cette méthode? C'est que d'abord, il y a une préparation qui est très limitée. On n'a pas besoin de dissoudre la dent, comme pour les analyses en solution. On a juste besoin d'une section transversale. Et le deuxième intérêt, c'est qu'on peut faire des analyses à haute résolution spatiale. C'est-à-dire qu'on sait exactement où on est dans la dent. Donc on va faire des profils d'ablation laser à travers l'émail et la dentine. Donc ici, vous avez l'exemple d'une dent d'une boucherie qu'on a coupée, on a fait une section transversale. Et on a fait plusieurs profils d'ablation laser. On va se concentrer sur un profil, juste pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, le profil A, qui est ici. Donc, en fait, on commence par faire une ablation dans l'émail dentaire, et ensuite on passe dans la dentine qui est le tissu ici. Vous avez ici l'image, avec, vous pouvez voir la trace de l'ablation laser. Hein, la taille du point d'ablation est de 200 micromètres. Donc c'est vraiment tout petit en fait. Donc ici vous avez les résultats que l'on a obtenus. On a fait un profil d'ablation laser. Alors comment on lit ça? En haut, on a la concentration en uranium, en rouge, voilà, à travers l'émail et la dentine. À gauche ici, c'est de la résine, puisqu'on a mis la dent de résine avant de le couper. Donc vous voyez, les teneurs en uranium ici sont relativement faibles, on va dire, sur la partie externe de l'émail. Ensuite vont augmenter jusqu'à 10 ppm, et ensuite vont rester stables dans l'émail. Ensuite, dans la dentine, c'est également stable, on est sur du 100 ppm, donc un facteur 10.
Ensuite, on a des rapports isotopiques qui nous permettent de déterminer, d'obtenir des âges apparents uranium-thorium. Ce que l'on date ici, c'est l'incorporation de la dent, l'incorporation de l'uranium dans la dent, ce n'est pas la dent elle-même. Et donc, une fois qu'on a ces rapports isotopiques, on peut obtenir des âges. Sauf qu'ici, on se rend compte que des âges USR, c'est-à-dire les points verts, les âges uranium-thorium, pardon, vous voyez qu'il y en a vraiment très peu. Pourquoi? Parce que les rapports isotopiques, en fait, montrent du lessivage. Donc on a plus de thorium que d'uranium, ce qui est techniquement impossible, puisque le thorium provient de l'uranium, ce qui veut dire qu'en fait, l'uranium a été lessivé. L'uranium est sorti de la dent. Donc si je résume pour cette dent, on a une teneur en uranium très élevée dans l'émail, et on a un lessivage. Concrètement, on ne peut pas dater la dent. Par ESR, impossible. Donc on a fait des tests sur d'autres dents, notamment celle-ci. Vous avez une autre section transversale dedans. Et on a fait des ablations laser, des profils d'ablation. Donc ici c'est le profil A également, qui est ici. Donc on a fait un profil à travers l'émail et la dentine. Qu'est-ce qu'on voit ici? On peut voir que dans la dentine, on a une très forte concentration en uranium, qui est relativement stable, et qu'ensuite, dès qu'on rentre dans l'émail, en fait, ça va diminuer. On a un profil de diffusion en fait, de l'uranium qui rentre dans la dentine et qui ensuite va dans l'émail. On a des teneurs relativement élevées, là. On est sur du 10 ppm d'uranium. Dans la partie centrale de la dent, vous voyez qu'on a des teneurs qui sont très très faibles. Donc ça c'est bien. Sauf que sur la partie externe, les points rouges, de nouveau, augmentent. Donc on a en fait sur la partie externe de l'émail, on a également une zone où on a plus d'uranium. Si on regarde les âges uranium-thorium apparents, on se rend compte qu'ils sont relativement constants dans la dentine, ce qui est bien. Et on a environ 200 000 ans. 200 000 ans, ce n'est pas l'âge de la dent. 200 000 ans, c'est le moment en fait où l'uranium est entré dans le tissu dentaire. C'est l'incorporation. C'est ce qui nous intéresse pour dater. Donc jusque-là, tout va bien, sauf qu'ici, on se rend compte que dès qu'on rentre dans l'émail, on perd en fait des valeurs, puisqu'il y a vraiment très peu d'émail. Et sur la partie externe, on a des valeurs qui sont beaucoup plus dispersées, des valeurs qui augmentent. Et quand ces valeurs augmentent, c'est généralement un signe de lessivage. Donc si je résume pour cette dent, on a des teneurs en uranium relativement élevées sur la partie externe, on va dire, et des présences de lessivage. Donc de nouveau, on ne peut pas dater cette dent par ESR. Donc on a fait tous ces tests en fait, qui malheureusement n'ont pas été concluants, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas pu les présenter dans l'article que l'on a publié l'an dernier. Donc maintenant on va s'intéresser aux quartz. Je vais vous montrer ce que les quartz ont donné. Avant de présenter les résultats, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne la méthode, puisque c'est un petit peu différent. La datation ESR sur quartz, c'est comme la datation par luminescence, qui est beaucoup plus connue en fait. Ce qu'on va regarder dans le quartz, ce sont des signaux ESR qui en fait sont sensibles à la lumière du jour, la lumière du soleil. Donc dès qu'à partir du moment où le quartz en fait est soumis et exposé à la lumière, vous allez avoir le signal ESR qui va décroître. Donc ici, ce qu'on date par ESR, ce n'est pas la formation du minéral. Ce qu'on date, c'est la dernière exposition du quartz à la lumière. D'accord? Une fois qu'il a été transporté, déposé, et ensuite il est recouvert par d'autres sédiments. C'est à partir de ce moment, en fait, qu'on va commencer à dater par ESR. Dans un grain de quartz, il y a plusieurs centres paramagnétiques, il y a plusieurs types de signaux qu'on peut regarder. Des signaux aluminium, signaux liés au centre titane, par exemple. Le centre aluminium est généralement le signal qui est le plus utilisé, tout simplement parce que l'aluminium dans le quartz, en fait, c'est souvent l'élément trace le plus abondant. Vous avez des intensités ESR, l'intensité du signal en fait qui est beaucoup plus élevée. Ici, je vous ai mis une comparaison entre le signal aluminium que vous voyez ici et le signal titane, juste pour vous donner une idée de la taille en fait du signal. Et vous voyez que le signal aluminium est beaucoup plus important en intensité que le signal titane. Quel est le problème du signal aluminium? C'est qu'il blanchit très lentement. C'est-à-dire qu'il faut une exposition à la lumière relativement longue pour arriver à une remise à zéro. Donc ce que l'on va faire en ESR, c'est qu'on va combiner différents signaux. On va mesurer différents signaux dans un même grain de quartz, dans plusieurs grains de quartz dans ce cas-là. Ce qu'on appelle la méthode des centres multiples, qui a été développée au début des années 2000. C'est ce qu'on a fait pour une boucherie. Donc on a mesuré les signaux des centres aluminium et titane dans un même échantillon. Ces deux signaux doivent produire le même âge, en théorie. En pratique, si ce n'est pas le cas, et si l'aluminium donne un âge plus ancien, cela voudra dire qu'il n'aurait pas été remis à zéro au moment du transport. Si c'est le cas, donc on va conclure que le centre aluminium, le signal aluminium en fait, va produire un âge maximum pour le grain de quartz, alors que le centre titane va produire un âge probable, correspondant au dépôt en fait, de l'échantillon. Donc
avec Bushrit, on a fait une campagne de prélèvement en 2011. Et comme l'a dit Joseph, on a été obligé d'ouvrir des tranchées, histoire pour avoir en fait accès à des sédiments frais. Donc, sur la droite, ici vous avez le niveau supérieur, et donc on a fait une tranchée au-dessus du niveau supérieur, où on a prélevé 2 échantillons. On a également fait des mesures de radioactivité in situ, afin d'évaluer le débit de dose gamma. Pour le niveau inférieur, alors ici c'est le niveau supérieur des Bushrit, je pense qu'on le verra jeudi également. Le niveau inférieur en fait est situé sous l'arbre que vous voyez ici. Donc nous en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une tranchée juste à côté de l'arbre. Et on a prélevé des échantillons. On a prélevé 2 échantillons. Donc 2 échantillons au sommet, 2 échantillons en fait sous le niveau inférieur. Et on a suivi le protocole analytique standard. Donc 4 échantillons prélevés, on a tamisé les sédiments bruts pour récupérer la fraction 100-200 microns. On travaille sur cette fraction granulométrique. Ensuite, on fait une préparation physico-chimique standard. L'idée en fait est d'extraire les grains de quartz. D'accord? Donc on va dissoudre, on va utiliser différents acides, acide fluorhydrique, acide fluorhydrique, afin de ne récupérer que le grain de quartz. Et ici, malheureusement, on ne voit pas, mais c'est en rouge, pour que ça ressorte normalement. Et en fait, le problème qu'on a eu sur ces échantillons, sur les 4 échantillons, seul un échantillon a donné suffisamment de quartz. D'accord? Donc c'est pour ça que dans l'article en fait, que l'on a publié, on a pu présenter les résultats que pour un seul échantillon. Mais on en avait prélevé à l'origine beaucoup plus. Ce sont des choses qui arrivent. Et donc, en fait, pour la datation de cet échantillon, on a suivi l'approche des centres multiples. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on a mesuré différents signaux. Ensuite, on a évalué la dose ESR avec un spectromètre de résonance paramagnétique électronique ici, en suivant la méthode classique, méthode de l'addition. On a répété les mesures 3 fois pour nous assurer que le résultat était reproductible. On a mesuré le débit de dose bêta, qui est débit de dose qui correspond à l'environnement immédiat de l'échantillon sur 2 mm en fait, en faisant des analyses ICP sur le sédiment brut, alors que le débit de dose gamma était mesuré in situ, sur le site. Voici le résultat qu'on a obtenu pour une Bushrit, et que l'on a donc publié l'an dernier. Alors ici, ce que vous voyez, ce sont des courbes de croissance. Donc vous avez l'évolution du signal ESR pour le centre, le signal à l'aluminium, ici en bleu, et ici, l'évolution du signal ESR pour le centre titane. Donc ils ont 2 comportements très différents. Et ce qui nous intéresse ici, c'est pas vraiment le comportement, sinon l'extrapolation. Cette extrapolation ici qui nous donne la dose totale absorbée par le quartz au cours de son enfouissement. D'accord? Donc ici, vous avez les valeurs de dose, comme vous voyez ici. Donc on a pour le centre aluminium obtenu une dose de 2282 grams, c'est l'unité qu'on utilise pour calculer des doses, de doses absorbées. 2282 plus ou moins 169. Pour le centre titane, on a 2418 plus ou moins 129. Donc en fait, les doses que l'on a obtenues se recoupent. D'accord? Donc elles ne sont pas différentes. Donc on peut les combiner. Les 2 signaux ESR donnent la même dose, vont donner le même âge. Donc c'est pour ça qu'on a obtenu un âge en fait aluminium-titane combiné de 1,92 plus ou moins 0,18 millions d'années à 1 sigma. Donc 68% de probabilité. On est ici en termes de stratigraphie environ 1 mètre sous le niveau inférieur. On sait que le niveau inférieur en fait a été corrélé le niveau supérieur a été corrélé avec Olduvai qui est daté entre 1,77 et 1,94. Donc vous allez me dire, on a un âge ESR de 1,92 en dessous stratigraphiquement, c'est pas possible. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est vraiment les marges d'erreur. Quand on date de manière numérique, il faut regarder l'âge obtenu et la marge d'erreur. Et la marge d'erreur ici est quand même relativement importante. C'est-à-dire que sur du 2 sigma, on va multiplier par 2 la marge d'erreur, on est sur du 360 000 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un âge de 2,28 millions d'années, un âge maximum, si on considère la marge d'erreur de sigma, pour le niveau inférieur, en fait, puisque l'échantillon a été prélevé sous le niveau inférieur. Donc on est stratigraphiquement en dessous, donc on a un âge maximum pour le niveau inférieur des Bushrit. Alors, quelle est la fiabilité en fait de ces âges? Ça, comme toujours, il faut le discuter. Et ça, on l'a discuté de manière très détaillée dans les supplémentaires immatériels de l'article. C'est vraiment très important, puisque quand on date, en fait, on fait des hypothèses. On émet des hypothèses, on utilise des considérations en fait, qui nous semblent les plus raisonnables possibles. Mais dans ce cas-là, on est sur une gamme d'âge qui est d'environ 2 millions d'années. Donc,
n'importe quelle hypothèse de départ pour avoir un impact très important sur l'âge final. Et c'est vraiment ce qu'il faut en fait évaluer. Dans ce cas-là, par exemple, ce qui est important, c'est de voir l'impact de la teneur en eau dans le sédiment sur les âges, ou bien l'impact de la profondeur de l'échantillon, puisque la profondeur, en fait, va impacter sur la dose de rayonnement cosmique reçue par l'échantillon. Plus l'échantillon va être placé profondément, moins il va recevoir de dose cosmique. Ça, il faut essayer de le considérer. Quel est également l'impact de la dose interne, donc la dose de rayonnement qu'il y a dans le propre grain de quartz. Donc tout ça, c'est important d'évaluer. Et donc ce qu'on fait, ce sont des tests de sensibilité, on va dire. Donc on va faire varier les paramètres pour voir comment l'âge varie, en fait, tout simplement. Donc la teneur en eau du sédiment, on va considérer qu'on avait 20% de teneur en eau dans le sédiment. Une valeur qui nous semblait le plus raisonnable possible. Qu'est-ce qui se passe si on considère 25% d'eau dans le sédiment? On va avoir un âge d'environ 2,05 millions d'années, au lieu de 1,92. Donc on va avoir un âge qui va être plus vieux de 7%. Qu'est-ce qui se passe si on considère 15% d'eau au lieu des 20%? On va avoir un âge qui va être plus récent, d'environ 6%. Donc on va être à 1,80 millions d'années. Mais il se trouve que, quelle que soit l'hypothèse en fait, que l'on va choisir, on se retrouve toujours dans la marge d'erreur. Donc à chaque fois, en fait, ça n'impacte pas de manière significative l'âge obtenu. Et c'est important de savoir comment ça varie en fonction de ces hypothèses. Il se trouve qu'avec une valeur initiale de 20%, plus ou moins 5%, en fait, on couvre un segment, on couvre des teneurs en eau de 15 à 25%. Si on regarde la profondeur maintenant, on va considérer une profondeur de 20 mètres. On sait qu'il y a eu une érosion relativement importante à une boucherie et que le sédiment, l'épaisseur des sédiments, en fait, était probablement supérieure à 40 mètres. Donc si on considère en fait une profondeur supérieure à 40 mètres dans ce cas-là, on va avoir un âge qui va être légèrement plus vieux d'1,7%. On va avoir un âge d'1,94 millions d'années. Ce qui veut dire qu'en fait, la profondeur n'impacte pas réellement l'âge ESR sur l'âge de la sphère obtenue. La dose interne, on a considéré une dose interne de 50 microgrammes par an. Il faut savoir qu'il y a des auteurs en fait, qui considèrent que dans le grain de quartz, il n'y a pas d'uranium, de thorium ou de potassium, donc ils considèrent par défaut 0 comme dose interne. Si on suit cette même hypothèse, on a un âge qui devient légèrement plus vieux de 4%. Voilà, donc tout ça pour vous donner une idée un peu de comment varient les âges. Hein, donc c'est important. Même si l'âge de 1,92 millions d'années qui était situé sous le niveau des boucheries paraissait un peu trop jeune, on se rend compte qu'en fonction des hypothèses que l'on fait, l'âge peut varier légèrement. Donc c'est important de prendre ça en compte. Donc, pour résumer, on a une datation OSR, 1,92 millions d'années ici, sous le niveau inférieur. On a également de la magnétostratigraphie, donc ça c'est ce qu'a présenté Joseph juste avant. Et on a de la biochronologie. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la biochronologie, puisque Yann Van der Wade va le présenter ensuite. Donc on peut corréler en fait le niveau supérieur ici de Evo-Schritt avec l'inversion positive ici, Olduvai. Olduvai a un âge entre 1,77 et 1,95 millions d'années. Donc on sait que le niveau supérieur d'Evo-Schritt a un âge entre 1,75 et 1,77 et 1,95 millions d'années. Le niveau inférieur d'Evo-Schritt ici est dans une magnétosome, on va dire, de polarité inverse, compris entre Olduvai et Gauss. L'âge des inversions Gauss-Matuyama et Matuyama-Olduvai est de 2,58 et 1,95 millions d'années. Donc on sait que le niveau inférieur a un âge compris entre ces deux limites. Bon, mais il se trouve que ce sont des gammes d'âge qui sont quand même relativement larges, okay, surtout pour le niveau inférieur en fait. Donc la question était de savoir comment on pouvait affiner cette chronologie, notamment pour le niveau inférieur. Et c'est là qu'on a essayé en fait, d'évaluer des taux de sédimentation. Alors, comment on a fait ça? On a une séquence composite, donc c'est le travail qu'avait fait Joseph, on a une séquence composite de 50 mètres d'épaisseur, d'accord? On a une succession de magnétosomes de polarité inverse, normale, inverse, normale, inverse, d'accord? Ces inversions ici ont été corrélées avec des épisodes que l'on connaît. À la base, on est sur de Gilbert, Gauss, Matuyama ancien, Olduvai et ensuite post-Olduvai. Donc on a en fait des points de repère chronologiques. Ici, on sait qu'on est à 3,58 millions d'années. Ici, on sait qu'on est à 2,58 millions d'années, qui est l'inversion Gauss-Matuyama. Ici, on sait qu'on est à 1,94 millions d'années. Ici, 1,77 millions d'années. D'accord? Donc en fait, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a
une évolution des âges en fonction de la profondeur. Donc on a une relation âge-profondeur. Donc on peut essayer d'estimer, à partir d'un taux de sédimentation constant, on peut essayer d'estimer l'âge du niveau archéologique inférieur ici, en fonction de sa profondeur. Donc en fonction de sa position relative, par rapport aux inversions magnétiques, et en l'occurrence par rapport à l'inversion Gauss-Matuyama et Matuyama-Olduvai. Comment on fait ça? D'abord, il nous faut des hypothèses de départ. Il faut qu'on considère par exemple un taux de sédimentation constant entre deux limites, deux inversions magnétiques. Ensuite, on a dû mettre de côté tout ce qui est compaction des sédiments. On n'a pas pris ça en compte. Mais il se trouve que ces deux hypothèses en fait, sont apparues comme relativement raisonnables, puisque lorsque l'on projette ces inversions ici, qui correspondent aux événements Kaena et Mammoth, sur la courbe du taux de sédimentation, on se rend compte que les points bleus en fait, recoupent la ligne grise. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a probablement très peu de variations de taux de sédimentation au cours du temps. Ensuite, la question est de savoir comment on va estimer des erreurs sur ces taux de sédimentation. Alors, on a une erreur sur les âges, c'est-à-dire que chaque limite, chaque inversion magnétique a une erreur, par définition, mais c'est une erreur qui est vraiment très faible. C'est très inférieur à 1%. Et ensuite, on a une erreur sur la profondeur. D'accord? Puisque ici, vous avez une densité d'échantillonnage qui est quand même relativement élevée dans la partie supérieure, environ un échantillon par mètre, un échantillon pour le paléomagnétisme. Et en dessous de 22 mètres, vous vous rendez compte que les points noirs ici, en fait, s'espacent. C'est-à-dire qu'on a une résolution d'échantillonnage qui est beaucoup plus faible. Et on a environ 2 mètres en moyenne entre chaque échantillon. Donc on a pris ça comme erreur. Donc grâce à ça, on a calculé des taux de sédimentation ici. Donc on a un taux de sédimentation pour Gauss de 2,06, plus ou moins 0,28 cm par kilo. Ensuite, pour cette période ici, Matuyama, on a un taux de sédimentation un peu plus faible d'1,62. Et pour Olduvai, ici, entre ces deux points ici, on a un taux de sédimentation de 4,07 cm par kilo année. De nouveau, tous ces détails en fait, ont été inclus dans les supplémentaires matériels de l'article de l'an dernier. Donc, on a l'évolution du taux de sédimentation. En fait, on a cette relation stratigraphie, profondeur et âge. Donc on va essayer de projeter en fait la profondeur du niveau d'Aïn-Boucher, du niveau inférieur, sur la courbe et voir quel âge ça donne. Alors, dans le cas du niveau supérieur, ici, on sait qu'on a une profondeur d'environ 11 mètres. 11 mètres plus ou moins 1 mètre. D'accord? Et donc lorsque l'on projette ça sur la courbe, on se rend compte que l'on va obtenir un âge de 1,92 million d'années, plus ou moins 0,05. Donc ça, ce serait l'âge, si vous voulez, interpolé, à partir du taux de sédimentation. On se rend compte que le niveau supérieur est en fait très proche de la limite avec Olduvai, donc ce qui est en fait tout à fait logique qu'on ait un âge d'1,92 qui est en fait très proche de la limite inférieure de 1,94. Si vous voulez, c'est logique. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est pour le niveau inférieur, puisque le niveau inférieur, il est au milieu de ces deux inversions ici, en rouge. On sait que le niveau inférieur est donc après Gauss et avant Olduvai. On sait qu'on est entre 2,58 millions d'années et 1,94 millions d'années. On sait que le niveau inférieur est à une profondeur d'environ 20 mètres. Donc lorsque l'on projette ces 20 mètres sur la courbe, on obtient un âge de 2,44, plus ou moins 0,14 millions d'années. Donc c'est comme ça en fait que l'on a obtenu l'âge de 2,44 millions d'années publié l'an dernier. Quelles sont les limites de l'approche? Puisque, comme dans n'importe quelle situation, il y a toujours des limites, on émet toujours des hypothèses. Donc il y a les hypothèses de départ qui nous semblent quand même raisonnables, avec des taux de sédimentation constants entre deux limites, deux inversions. Ensuite, on se rend compte que si l'on projette la profondeur de l'échantillon ESR sur la courbe, on va obtenir un âge interpolé d'environ 2,50 millions d'années, c'est-à-dire beaucoup plus important que les 1,92 que l'on a obtenus. Alors, en fait, ça peut s'expliquer relativement assez simplement, puisque je vous ai montré avant l'impact de certains paramètres en fait, sur les âges ESR obtenus. C'est-à-dire qu'en faisant varier très légèrement la teneur en eau, ou bien en faisant varier la dose interne, par exemple, on va se rendre compte que l'âge va se retrouver plus ou moins vieux. Donc en fait, c'est pas préoccupant, on va dire.
c'est quelque chose de relativement normal. Mais l'incertitude la plus importante dans cette approche, en fait, c'est sur la position verticale des inversions. Donc on a ici une inversion Gauss-Matsuyama, donc qui est environ, je pense que c'est ça, c'est-à-dire qu'elle a 22-23 mètres de profondeur. Et donc qu'est-ce qui se passe si, en fait, ce point ici est bougé légèrement un peu plus vers le haut ou un peu plus vers le bas? De quelle manière cela va impacter les âges que l'on a obtenus? De nouveau, c'est important d'évaluer la sensibilité des âges, des résultats obtenus, par rapport à nos hypothèses de départ. Donc on va jouer avec ça, on va faire varier, en fait, la position de ce point ici, verticalement, puisqu'il y a toujours une petite incertitude sur sa position. Le scénario numéro 1 que vous voyez ici, qui nous donne un âge de 2,44 millions d'années, c'est l'âge que l'on a publié, qui nous semble l'âge le plus raisonnable. Maintenant, si on considère en fait que ce point ici est en fait 4 mètres plus haut, 4 mètres une situation extrême, c'est-à-dire qu'on s'est trompé de 4 mètres, ce qui est quand même énorme, mais c'est juste pour voir comment ça impacte les résultats, on va avoir un âge de 2,75 millions d'années. 2,75 millions d'années, ça veut dire qu'on serait sur une polarité normale, on serait dans Gauss, ce qui est impossible puisqu'on a obtenu une polarité inverse. Donc cette hypothèse de 4 mètres plus 4 mètres, en fait, est tout simplement impossible. Pour le scénario numéro 3, si on considère que ce point ici est 4 mètres plus bas que ce qu'on a considéré, on va avoir un âge qui est légèrement plus récent, de 2,30 plus ou moins 0,18 millions d'années. Donc on est 6% plus jeune. Voilà, donc c'est juste pour vous donner, et de nouveau c'est un cas extrême. Le scénario 4, c'est un petit peu différent, puisqu'il n'est pas relié en fait à la position de Gauss-Matsuyama, puisqu'on va considérer le taux de sédimentation ici extrême dans le Dubaï, et donc on va le projeter sur la courbe. Et donc si on utilise ce taux de sédimentation ici, qui est relativement important, d'environ 4 cm par millier d'années, on va obtenir un âge interpolé, ici, de 2,14 millions d'années. Donc un âge qui va être relativement plus récent. Bon, il se trouve que là, de nouveau, c'est un cas extrême, et juste pour voir comment les âges varient. On n'a aucune raison d'utiliser cet âge ici et ce taux de sédimentation, puisque le niveau inférieur a été trouvé non pas dans le Dubaï, mais dans la base de Matsuyama. Donc, si je veux conclure, en fait, je vous dirais que, en fait, on a combiné plusieurs approches afin d'essayer de construire un cadre relativement robuste pour la séquence d'Einnanesh et Bushrit. Tout simplement parce que chaque méthode a des avantages en fait, et des inconvénients. L'intérêt ici, c'était vraiment d'essayer de combiner. En utilisant des inversions magnétiques comme point de référence chronologique, on a pu proposer un âge de 1,92 millions d'années pour le niveau supérieur de Bushrit et de 2,44 millions d'années pour le niveau inférieur. Compte tenu des marges d'erreur qui sont quand même relativement importantes, comme vous pouvez le voir, je pense qu'il est quand même beaucoup plus raisonnable d'arrondir ces âges et de considérer en fait juste un chiffre significatif et pas les virgules. Et donc on pourrait considérer tout simplement que le niveau supérieur a un âge d'environ 1,9 million d'années et le niveau inférieur a un âge d'environ 2,4 millions d'années. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans le cadre de l'ESR? Il faut clairement qu'on complète l'échantillonnage. Il faut qu'on prélève plus d'échantillons dans la séquence, c'est indispensable. Donc c'est pour ça qu'en 2016 on est revenu. Et en fait, on a fait d'autres tranchées pour prélever en fait une dizaine d'échantillons tout le long de la séquence. Comme ça, on va pouvoir renforcer en fait les âges obtenus. Concernant les dents, il faut tester d'autres dents et probablement d'autres types de dents. Les dents d'équidés ont présenté des caractéristiques très particulières. Il faudrait probablement qu'on utilise des dents avec un émail beaucoup plus épais. Ce sont des dents qui probablement présenteront un potentiel beaucoup plus intéressant. Donc, juste pour finir, je vous dirais que si vous voulez en savoir un petit peu plus par rapport à ces travaux, on a écrit avec le professeur Senouni un article de divulgation dans le site The Conversation en français. Et donc vous pouvez jeter un coup d'œil, c'est en accès libre. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.